Smart et réglo. Et on parle aujourd'hui d'un sujet, alors un sujet de droit, puis un sujet sociologique aussi, le workaholisme. Est-ce que vous en avez entendu parler? On en parle avec Amélie Angèle Dinger, avocate chez PDGB. J'ai tout bien dit. Oui, parfait. Je suis très heureux de vous accueillir parce que, avec beaucoup de modestie, ce mot n'était pas arrivé aux oreilles, le workaholisme. Alors, quand on se penche vraiment sur ce mot, on se dit qu'il a sa définition, je dirais, juridique et américaine. Moi, je l'avais traduit, peut-être me trompais-je, par stakhanovisme. Est-ce qu'il y a un peu comme ça d'équivalence? Oui, en réalité, en français, c'est une addiction au travail. C'est l'investissement d'un salarié dans son travail, mais de manière excessive, qui va donner finalement toute sa vie pour le travail. Et à côté, en fait, en mettant de côté sa vie privée, sa vie familiale. Et ça impacte considérablement, en réalité, la vie quotidienne. Mais à la fois dans sa vie professionnelle, et on le verra, je pense, dans la suite, mais également dans sa vie personnelle, puisque il y a plus de frontières, il y a plus rien n'existe à part le travail. Donc c'est une addiction au travail. Exactement. Là, pour faire une question très juridique, est-ce que c'est entré dans le Code du travail? Est-ce que ce mot existe? Il vient d'où ce mot? Il n'est pas encore rentré dans le Code du travail. Un avocat ne dit pas « je plaide le workaholisme devant une cour prud'homale ». Enfin, je ne pense pas. Non. En fait, en réalité, c'est une notion qui existe depuis des années. Ça a été développé par un psychologue américain à Otis dans les années 1967-1970. Déjà. À peu près. Oui, déjà. En fait, il voulait faire un rapport pathologique entre le work, donc le travail en français, et le alcoolisme, l'alcool. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une drogue pour avoir une dépendance à quelque chose, mais on pouvait être dépendant au travail. Et c'est développé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a plusieurs études sur le sujet. C'est de la littérature. Ouais. Exactement. Il y a beaucoup de littérature, notamment sociologique, qui explique que sur une petite partie de la population où des études ont été menées, eh bien, il y avait des facteurs de risque, alors des prédispositions pour certains salariés psychologiques, effectivement. Je vois les pilotes d'avion, par exemple. Tout à fait. Hôtesse. Exactement. Dans les années, en 2005, plus précisément, il y a une étude qui a été menée sur les pilotes de ligne et les hôtesses de l'air, et on remarque que 28%, sur 100% de réponses, 28% auraient un risque moyen d'être dépendants au travail. Et donc, c'est quand même un sujet qui, aujourd'hui, à mon sens, est d'actualité. Plus que jamais, oui. Plus que jamais, surtout avec notamment le télétravail et cette notion on en a entendu parler notamment avec le Covid, le blurring, en fait, cette frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Encore plus, oui. Qui disparaît puisqu'il n'y a plus de lieu qui sépare les espaces de travail. Est-ce qu'il y a un lien, parce que c'était l'étude Kola Benayoun à laquelle vous faisiez référence de 2005, est-ce qu'il y a un lien entre workaholisme et anxiété? Oui, tout à fait. Alors, ce qui a été constaté dans plusieurs rapports, c'est que finalement, on va avoir les risques psychosociaux qui vont ressortir, notamment l'anxiété et d'autres finalement symptômes qui vont se développer chez ces salariés et qui vont potentiellement amoindrir leur santé, jusqu'à arriver sur une notion aussi qu'on connaît aujourd'hui, le burn-out, l'épuisement professionnel. Oui. C'est un des éléments, le workaholisme, qui conduit au burn-out. Les deux sont intimement liés. Alors, schématiquement, le facteur de risque qu'on a pu identifier, le premier, c'est l'absence de frontières vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est un des facteurs majeurs et aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, avec le télétravail, on va arriver sur des salariés qui vont avoir accès à des outils de technologie et de communication chez eux et qui ne vont pas... on connaît tous... On ne débranche pas, quoi. C'est ça, on connaît tous quelqu'un qui va se réveiller, et je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître, à 7h30, et la première chose qu'on fait, c'est on va consulter ses emails, puis on va commencer notre journée, puis à 11h, on va aller chez le coiffeur, donc on va mettre en stand-by un peu le travail. On va reprendre vers 15h, et puis à 22h, coup de fil du patron, ils font qu'on se remette à bosser. Eh bien, en fait, c'est les journées à rallonge qui n'en finissent plus. Et là, on a un risque, en fait, d'être considéré comme dépendant. Ce n'est pas la simple personne qui est passionnée par son travail.
Angèle, c'est intéressant parce que là, vous amenez sur les causes, parce que workaholisme, on comprend ce que la personne fait, mais c'est quoi les causes profondes qui justifient une telle attitude? Parce qu'il y a des facteurs de risque chez certains individus, ou c'est parce que le système et la pression de l'entreprise est si forte qu'on n'a pas le choix? Ah oui, certains ont des prédispositions psychologiques, mais en réalité, ça va être les conditions de travail, la volonté de bien faire son travail, d'avoir finalement des conditions de travail qui nécessitent qu'on soit à 100% en permanence pour aussi avoir un retour, c'est-à-dire positif. Quelqu'un qui a une faible estime de soi a envie de bien faire, a envie de travailler et pour recevoir. Exactement. Et donc on fera beaucoup plus finalement, on risque de s'épuiser. Il y a quand même aussi l'idée de la performance, il y a quand même la pression du travail et des managers qui, d'une manière claire, vous disent bon, mais il faut accélérer, quoi. Les contraintes, la performance, la volonté de la satisfaction. D'ailleurs, ces trois notions qui ressortent d'ailleurs d'autres psychologues qui ont voulu déterminer le workaholisme, ces trois notions sont très importantes dans la détermination du workaholisme. Et aujourd'hui, je pense que l'entreprise doit mettre en place des outils permettant notamment de pallier finalement à ce risque psychosocial. Quelles sont les conséquences pour les salariés? On l'a évoqué, mais surtout, vous, en tant qu'avocate, c'est intéressant de savoir de la fenêtre où vous parlez. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous dites aux entreprises que vous accompagnez? Parce que parfois, vous avez des cas sur lesquels le patron ou votre client n'a pas identifié le workaholisme. Il y met plein de mots. Est-ce que parfois vous recadrez en disant que vous êtes face à des collaborateurs qui sont victimes de workaholisme? Et à ce moment-là, il ouvre les yeux très grands. Oui. Alors, avant d'arriver, j'ai envie de dire, à ce workaholisme, il y a des palliatifs, il y a de la prévention qui va être mise en place en entreprise. Pour répondre juste à la première question, on va remarquer d'ores et déjà, alors l'impact sur la santé, c'est sûr, mais également dans le travail. On va avoir quelqu'un qui a envie de bien faire, mais c'est pas forcément performant. À un moment donné, il est tellement fatigué que ça va impacter les relations sociales, il va y avoir des conflits avec ses collègues. Donc on va pouvoir avoir des moyens d'identifier finalement des risques en interne. Bien sûr. Et c'est à ce Il y a des signaux faibles ou des signaux qui permettent de détecter ça? Oui, évidemment. Quand on va voir quelqu'un qui passe la journée entière, voire une partie de la nuit au travail, mais 7 jours sur 7, ou qui répond à des mails à 4 heures du matin, on va avoir quand même des signaux d'alarme. Donc là, l'entreprise doit lui dire stop, tu déconnectes, ou elle le déconnecte d'elle-même. J'ai vu que les entreprises pouvaient tout à fait retirer les connexions. Tout à fait. Aujourd'hui, on a vraiment les risques psychosociaux qui sont au cœur même de l'entreprise, et l'entreprise va mettre en place et va prévenir ces risques psychosociaux, notamment en évaluant les risques en interne. Donc on va voir dans l'unité de travail quels sont les risques qui sont identifiés, notamment risques psychosociaux. Et ensuite, on va mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire, concrètement, que puis-je faire pour éviter d'arriver à cette situation-là? Déconnecter. La déconnexion, on veut dire par exemple aux collaborateurs, à 22h ou 21h30 maximum, vous n'aurez plus accès à vos mails, par exemple. Exactement. Je dis 21h30, ça peut être beaucoup plus tôt d'ailleurs. Ah oui. C'est déjà tard. Hein. En pratique, c'est vrai qu'on a plusieurs entreprises qui le mettent en place. Alors, non pas dans cette prévention-là, mais il faut savoir aussi que l'employeur a une obligation de sécurité et d'assurer la santé de ses salariés. Bien sûr. Et à côté de ça, ils ont aussi des obligations en matière de négociation collective. Et le droit à la déconnexion en fait partie. Entre dans ces... Tout à fait. Dernier mot quand même, pour aussi permettre aux salariés de retrouver un équilibre vie privée, vie pro, parce que c'est le sujet de l'actualité du moment. C'est quoi? C'est des réunions hebdomadaires pour caler tout ça? C'est plus de réunions à 19h? C'est avoir une politique de la parentalité? C'est tout ça aussi? C'est ça. Pareil, dans la qualité de vie au travail, on entend beaucoup parler. Sur le sujet également, on négocie et c'est une négociation obligatoire pour certaines entreprises. Et le fait de mettre des actions, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire respecter la charge, surveiller la charge de travail, mettre en place des réunions non pas à 18h mais à 17h, ce qui va permettre finalement quitter exactement, quitter surtout le bureau. en télétravail. Et on n'a pas parlé des femmes, mais c'est aussi un sujet qui pèse très fortement sur les épaules des femmes. Hein. La responsabilité d'aller chercher l'enfant. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une étude en 2012 qui, alors par rapport aux autres études, c'était un peu un cas
à part, mais ce qui a été remarqué, c'est qu'une femme de 38 ans était avec 2 enfants à charge, etc., avait potentiellement un risque accru de cette dépendance au travail. Il y a quand même une typologie d'âge, avec une femme avec des enfants, cadre, qui elle aussi a envie de progresser dans sa carrière, tout à fait. et qui se retrouve en fait face à des réalités de la vie quotidienne qui peuvent effectivement la conduire même à des AVC. J'ai vu que les femmes avaient un taux d'AVC plus important que les hommes. Oui, les risques, d'ailleurs, les instituts sur le sujet de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles tentent de mettre en place des mécanismes aujourd'hui pour les entreprises pour éviter ce type de situation. Merci. Workaholisme, ça c'est un mot important qui, en fait, qui préfigure parfois, pas toujours, mais en tout cas les risques de burn-out, qui est la finalité la plus tragique de cette situation. Merci Amélie Angèle Dinger, vous êtes avocate en droit social et au cabinet PDGB. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci. On fait une courte pause. Panic Hiring, non, ce n'est pas le titre d'un film d'horreur, non, non. On en parlait sur les marchés boursiers, c'est le moment où les marchés fluctuent et qu'on achète et qu'on vend et qu'on panique. Mais ça se fait pareil, même phénomène, peut-être d'ailleurs, sur le marché du travail qui s'est tendu. Le marché du recrutement est évidemment sous tension et ça stresse évidemment fortement les recruteurs et les agences de recrutement parce qu'évidemment la tension est très forte sur leurs épaules. On vous explique tout juste après la pause.